Hello les caféinés. On en avait parlé dans le deuxième épisode de l'histoire du jeu vidéo. Pong est souvent considéré comme le jeu fondateur. Mais pourquoi lui? Et pourquoi pas Computer Space ou même Odyssey? Comment un simple jeu de raquettes a-t-il conquis le monde? Avant de faire notre retour dans le temps, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, c'est un énorme soutien à la chaîne. C'est fait? Allez, café en main, on remonte le temps, c'est parti. Nous sommes de retour en 1972. Le jeu vidéo n'en est encore qu'à ses balbutiements, et Pong n'est pas le premier du genre. En 1958 déjà, William Higginbotham crée Tennis for Two, une petite expérience scientifique avec un oscilloscope. Et à l'automne 72, Magnavox sort l'Odyssey, première console de salon, avec son propre jeu de ping-pong à l'intérieur. Produite à 150 000 exemplaires, elle est vendue 90 000 la première année. C'est pas mal pour une première, mais on est encore assez loin pour parler de vrai raz-de-marée. Pendant ce temps, Nolan Bushnell tente sa chance avec Computer Space. Innovant, mais trop compliqué. Résultat, seulement 200 bornes vendues. Mais de cet échec naîtra une nouvelle société. El Famoso Atari. Avec elle, Bushnell veut créer du fun immédiat, simple et accessible. Pour ça, il embauche Alan Alcorn, jeune ingénieur doué en électronique, mais encore novice dans le jeu vidéo. Si vous avez suivi les épisodes, vous savez où je veux en venir. Bushnell lui donne un projet qui ressemble plus à un exercice d'entraînement qu'à un vrai jeu. Une balle qui bouge, 2 raquettes et un score. Un simple test soi-disant, hein. Mais Alcorn va transformer ce petit défi en quelque chose de beaucoup plus grand. Pendant 3 mois, il va bosser comme un acharné. Il optimise les circuits, remplace les pièces coûteuses par des composants bon marché et trouve même une astuce pour limiter les parties beaucoup trop longues. Les raquettes ne montent pas jusqu'en haut de l'écran. Problème technique? Non! Feature? Oui, bien sûr. Mais surtout, Alcorn ajoute une idée brillante. Diviser la raquette en segments qui modifient l'angle de la balle. Au centre, ça repart tout droit. Sur les bords, ça file en diagonale. Résultat, un gameplay beaucoup plus nerveux et surtout beaucoup plus fun. Il ajoute aussi une accélération de la balle quand l'échange dure beaucoup trop longtemps. Et cerise sur le gâteau, un petit bruit d'applaudissement. Simple mais terriblement efficace. Bushnell est littéralement bluffé. Dabney aussi. Mais Bailey, la société à qui Atari devait présenter un projet, ne verra jamais Pong. Dabney insiste, ce jeu il a du potentiel. Alors ils construisent une borne complète et la testent dans un petit bar californien. Et là, carton plein, littéralement. Les clients font la queue non pas pour boire un verre, mais pour pouvoir jouer. Quelques jours plus tard, la borne tombe en panne. Normal vous me direz, après autant d'utilisation. Alcorn vient la réparer et découvre le problème. C'est pas un bug, mais le monnayeur qui déborde de pièces. Jackpot. Atari décide donc de produire Pong eux-mêmes. Bushnell décroche un prêt de 50 000 $, fabrique des premières bornes et en vend 300 presque instantanément. Chaque borne rapporte en moyenne 200 $ par semaine. Combien? C'est une véritable mine d'or. De 200 machines en 72, on passe à 8 000 en 1973, puis à 10 000 en 3 ans. Pong est absolument partout. Mais le succès attire aussi les problèmes. Magnavox, qui avait déjà une forme de Pong dans l'Odyssée, attaque Atari pour violation de brevet. Après 4 ans de bataille, un accord est trouvé. Atari paye 700 000 $ et obtient une licence officielle. Mieux encore, Atari n'a plus à s'inquiéter des clones, puisque Magnavox attaque littéralement à tour de bras toutes les autres sociétés. On dirait un peu Nintendo aujourd'hui. Résultat, Atari garde la voie libre pour décliner Pong sous toutes ses formes. Pong double en 73, Quadra Pong en 74, Super Pong en 76 et même Ultra Pong en 77, avec 16 variantes dans une seule console. Et puisque l'idée marche, Bushnell poussera même le concept en solo, et de là naîtra Breakout, c'est Pong mais avec des briques. La version domestique, la Home Pong, arrive elle en 75. Après plusieurs refus des distributeurs, c'est Sears qui accepte et commande 150 000 consoles pour Noël. Le succès, il a été immédiat. Plus de 200 000 consoles vendues la première année. Avec une image plus nette et un prix attractif, la Home Pong écrase même l'Odyssey. Bref, au fil du temps, Pong est devenu un classique intemporel. Atari l'a réédité sur PC, PlayStation, DS, Xbox, smartphone et même sur Apple Watch. Comme quoi parfois, une idée toute simple peut traverser les époques. Et voilà mes amis caféinés, vous savez maintenant comment Pong est passé d'un petit exercice d'entraînement à un phénomène mondial. Dans le prochain épisode, on attaquera un gros morceau tragique du jeu vidéo avec Sega. Et en attendant, abonne-toi pour ne rien rater, prends soin de toi, fais chez les voisins, et peace!